Donc, la semaine dernière, j'avais énoncé le théorème de décomposition de Hodge. Qui dit que si X est compacte hilérienne, la cohomologie de X à coefficient dans C se décompose comme la somme directe HPQ de X. Alors là, ce n'est pas tout à fait a priori la notation standard, mais je définis ici les HPQ de X. Bon, là, je vois la cohomologie à coefficient complexe comme étant calculée comme les K-formes fermées à coefficient complexe modulo les K-formes exactes. Et le HPQ est défini comme l'ensemble des classes de formes fermées de type PQ. Et là, il y a un ajout très important dans cette présentation de l'énoncé, c'est que ou, enfin, de plus, les HPQ, sont naturellement isomorphes aux espaces HQ de X oméga XP, qu'on note usuellement HPQ en géométrie complexe. Alors, cette flèche-là, il faut voir qu'elle est naturelle. Lorsque vous prenez une forme alpha qui est de type PQ et qui est fermée, eh bien, le D alpha PQ, comme je dis, c'est delta alpha PQ plus delta bar alpha PQ. Et donc, cette partie-là, elle est de type P plus 1 Q. Cette partie-là est de type P Q plus 1. Donc, la condition que D alpha PQ égale 0 entraîne aussi que, par décomposition en type, que delta bar alpha PQ est égal à 0. Et là, bon, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le fait que l'opérateur delta bar, on peut le voir aussi comme un opérateur c'est l'opérateur de Dolbeault pour la résolution de... Je suis simplement en train de dire que les PQ formes, c'est la même chose que les formes de type 0Q à coefficient dans ce fibré vectoriel holomorphe. Le delta bar, à un signe près, c'est l'opérateur de Dolbeault pour cet espace. La résolution de Dolbeault me dit que quand j'ai une forme delta bar fermée, donc mon alpha PQ, ça va être un élément delta bar fermé dans cet espace. Alors, c'est des sections globales, donc voilà, que je note grand 1. Et donc, ça admet une classe de cohomologie de Dolbeault. Bon, c'était un peu vite la dernière fois, mais la résolution de Dolbeault était une résolution acyclique des faisceaux oméga XP, plus généralement d'un fibré vectoriel holomorphe. Et donc, elle fournit un calcul de la cohomologie de ces faisceaux, forme fermée, delta bar fermée, modulo forme delta bar exacte. Donc, j'insiste sur le fait que cette flèche-là, elle est naturelle à condition de définir les HPQ de cette manière. Sinon, on risque de... Et donc... Voilà, donc et comme je l'avais dit immédiatement, donc on avait comme premier corollaire que la suite spectrale de Fröhlicher dégénère en E1 parce que BK est égal à la somme des HPQ qui sont les dimensions, et ça doit être la somme des dimensions des E infini PQ pour la suite spectrale de Fröhlicher. Et ça, comme je l'ai expliqué l'autre fois, c'est la somme des dimensions des E1 PQ. Donc l'égalité nous dit que les E infini PQ doivent être égaux aux E1 PQ. Et c'est ça la dégénérescence. C'est-à-dire I égale 0, que ce soit I supérieur ou égal à 1. Alors il y a une petite chose à ajouter sur tout ça, donc j'avais essentiellement dit la dernière fois. C'est la chose suivante.
Bon, je vous avais dit qu'on utilisait beaucoup cet isomorphisme HK de XC égale, bon, c'est ça qui permettait de définir, disons, de façon assez indépendante, de façon intrinsèque, la filtration de Hodge. Ici, vous prenez la cohomologie de X au coefficient densé grâce à la résolution de Poincaré holomorphe. C'est la même chose que l'hypercohomologie de X à valeur dans le faisceau, dans le complexe de deux rames holomorphes. Et du coup, on avait FP-HK de XC qui vient de la filtration de Hodge sur IM. Alors vous prenez l'hypercohomologie de X à valeur dans le complexe de deux rames holomorphes tronqué comme ça. Bon, ça, c'est un sous-faisceau, c'est un sous-complexe de ça. Donc, il y a une flèche naturelle comme ça. Voilà. Donc ça, on avait ça. Et le corollaire, c'est, qui résulte immédiatement de ce qui est écrit là-bas, c'est que le FP HK de XC défini de cette manière est égal à plus pour R supérieur ou égal à P de... donc là, on utilise cette décomposition ici de HR K-R de X. Et de plus, l'application naturelle HK de X oméga X supérieur ou égal à P, cette application-là, qui est surjective par définition, est un isomorphisme. Et la raison, c'est encore des raisons de dimension. Donc, eh bien, qu'il y ait une inclusion comme ça, c'est assez clair parce que vous voyez, vous avez votre complexe de deux rames holomorphes, et puis vous prenez sa résolution de Dolbeault, ce qui va vous donner donc avec les termes de type PQ, c'est A0Q de méga X puissance P. Et donc, ce que fait donc cette hypercohomologie, elle consiste à calculer la cohomologie du complexe simple des sections de ce complexe double qu'on obtient en résolvant comme ça. Maintenant, comment on calcule ce truc-là? Eh bien, on trompe tout à l'ordre P. Donc, ici, le terme qui est ici, il consiste à faire la même opération, mais en se plaçant à partir du degré P. Donc ça va calculer exactement ça. Donc je trouve que... alors maintenant, ce qui se passe, c'est que je regarde tous les termes qui sont là, H, R, K-R. Par définition, c'est représenté par des formes de type R, K-R qui sont aussi fermées. C'est très clair qu'elles sont quelque part dans la cohomologie de ce complexe. Même du complexe double, elles sont, puisqu'elles ont R supérieur ou égal à P, donc on est quelque part par là, c'est défermé, donc on est dans la cohomologie de ce complexe. Donc chacun de ces termes-là est certainement dans cette image. Alors maintenant, c'est fini parce que donc on a cette inclusion-là, mais pour la même raison, la dimension de HK de X oméga X, vous faites la suspectrale de Fröhlicher pour ce truc-là, c'est inférieur ou égal à sigma des HR K-R pour R supérieur ou égal à P, parce que c'est la somme des E1 PQ pour ce double complexe. Et donc maintenant, comme d'autre part, ça c'est la dimension de cet espace, donc sigma pour R supérieur ou égal à P de HR K-R,
vous trouvez que bon, là c'est surjectif, là c'est injectif, toutes les inégalités vont dans le bon sens, et finalement la conclusion c'est que ces deux flèches, cette surjectivité et cette injectivité, sont forcément des isomorphismes pour des raisons de dimension. Voilà, bon, donc ça c'était le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième commentaire consiste à remarquer que quand on présente la décomposition de Hodge sous cette forme, on a un corollaire, donc corollaire 2, qui est absolument fondamental pour la topologie des variétés kählériennes, c'est ce qu'on appelle la symétrie de Hodge. Dans cette décomposition, HPQ de X bar est égal à HQP de X comme sous-espace vectoriel de cet espace-là. Cet espace vectoriel HK de XC, c'est de la cohomologie à coefficient dans C, donc c'est la même chose que la cohomologie de X à coefficient dans R tenseur C. Donc la conjugaison complexe agit sur cet espace en agissant sur les coefficients. Bon, quand on adopte le point de vue de Rham, cette action sur... ici, je représente la cohomologie à coefficient complexe via forme fermée à coefficient complexe modulo formes exactes. L'action de conjugaison sur cet espace, c'est simplement l'action de conjugaison sur les formes différentielles. Vous prenez une forme différentielle à coefficient complexe qui est fermée, et bien son conjugué complexe, c'est encore une forme différentielle à coefficient complexe qui est fermée. Et c'est juste vérifier les compatibilités des résolutions cycliques. Alors maintenant, ça devient une trivialité, parce que c'est simplement de dire que si vous avez une forme de type PQ qui est fermée, son conjugué complexe est une forme de type QP qui est fermée. Donc c'est juste à ce moment-là affaire de définition. D'accord ? Et donc on va faire un corollaire 2'. Si X est une kählérienne compacte, eh bien les nombres de Betty de X de degré impair, c'est-à-dire la dimension de la cohomologie de degré impair de X, ces nombres-là sont pairs, quel que soit-il. La raison étant que dans cette décomposition, ici votre cas c'est 2i plus 1, et donc le HPQ est toujours différent du HQP. Et donc, ça veut dire que ces espaces, dans ce cas-là, viennent par paire d'espaces de même dimension. Et donc, on obtient cette condition-là. Donc, alors, ce corollaire 2 il va nous dire immédiatement que... Enfin, entre autres, bien sûr, il va être très important dans la suite, mais je voulais simplement vous mentionner que, bien sûr, on peut considérer que la dégénérescence de l'acide spectrale de Fröhlicher, c'est vraiment le gros morceau du théorème de décomposition de Hodge. Mais en fait, c'est quand même un énoncé plus faible. Un énoncé plus faible que l'énoncé de décomposition de Hodge sous cette forme précise incluant la symétrie de Hodge. Et donc c'est un grand classique, mais je veux vous montrer ça parce que ça intervient dans beaucoup de domaines de géométrie. C'est exemple. Donc, vous prenez ce qu'on appelle des surfaces de Hopf, qui curieusement ont beaucoup de noms différents. En géométrie symplectique, ça s'appelle des variétés de Thurston Kodaira.
Parce que ce sont des variétés symplectiques de dimension 4 compactes aussi, donc c'est assez curieux. Donc ces surfaces de Hopf, vous prenez C2 moins 0 et vous faites agir dessus Z. Alors ce Z, c'est quoi? Vous prenez un lambda dans C étoile, donc c'est un nombre complexe qui est de modules différents de 1. Et vous faites agir par les puissances de lambda par homothétie. Donc, si vous prenez un P dans Z, donc il va agir sur votre C2 moins 0 par Z associé lambda puissance P Z. Bon, là, c'est pour que l'action soit bonne, j'ai mis cette condition. Et donc, le quotient, la surface de Hopf, c'est écrite ici. Et donc S, c'est une surface complexe compacte. Et alors on sait, c'est pas complètement trivial d'ailleurs, il y a une partie qui est assez facile. On sait que la suite spectrale de Schrödinger dégénère en E1. Pour les surfaces complexes compactes. Donc c'est un cas où on a la dégénérescence en E1 et pourtant on ne peut pas avoir de décomposition de Hodge parce que sous la forme que j'ai expliquée là-bas, la forme précise, parce que votre S c'est un quotient de C2 moins 0 par l'action libre de ce groupe. Donc là, le pi1 est trivial. Donc ici, le pi1 de S, c'est Z. Et donc vous déduisez que H1 de S Z, c'est Z. Et donc le nombre B1 est impair. Et donc il n'y a pas de symétrie de Hodge. Bien sûr, cette surface elle va satisfaire l'égalité BK égale sigma des VHPQ, mais il n'y a pas la symétrie de Hodge. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que pour cette surface-là, le H10 de S est égal à 0, alors que le H01 de S est différent de 0. Alors attention, ici, ce que j'appelle justement, je ne devrais surtout pas faire ça. Le H0 de oméga S est 0 et le H1 de SOS est différent de 0 dans ce cas-là. Donc ce qui se passe, c'est que ces deux espaces ne sont pas conjugués de l'un de l'autre comme on a dans le cas d'une variété complexe compacte. Et l'espace que j'ai défini H01 de S là-bas, c'est-à-dire les classes de forme de type 0,1 défermées, il est nul dans ce cas-là. Bon, cela dit, je vous avertis que la plupart du temps, les gens utilisent la notation HPQ de X pour cet espace-là. Donc, ça n'a pas d'importance pour ce cours, puisque on va regarder des variétés kählériennes compactes, mais en général, il y a une différence. Voilà, la dernière chose que je voulais dire avant de parler de généralité sur la notion de structure de Hodge, c'est que, oui, alors je ne vais pas du tout faire la preuve de ce théorème, c'est la théorie des formes harmoniques associée au choix d'une métrique de Keller. Donc je pense que ce sera une bonne partie du cours de Julien Cao qui portera là-dessus. Donc, du coup, vous ne voyez pas pourquoi c'est vrai. Je voudrais vous donner un énoncé supplémentaire qui résulte non pas de cet énoncé, mais de la preuve, et qui est très important pour la topologie des variétés algébriques. Donc c'est le lemme, excusez-moi, le lemme des débars. Alors ça ne résulte pas du tout de cet énoncé, c'est quelque chose, c'est vraiment en plus,
Et ça joue un rôle important lorsqu'on. Enfin, d'ici peut-être 2 semaines, je vais attaquer la construction, enfin, l'existence des structures de Hodge mixtes sur la cohomologie des variétés, mettons singulières ou ouvertes. Et le lemme des Desbarres joue un rôle très important dans cette affaire. Et ça dit la chose suivante, théorème, soit X une variété taylorienne compacte, et alpha, mettons une forme fermée de type PQ. Sur X. Alors, si alpha est delta bar exact, on a alpha égale delta bar bêta. Pour maintenant une forme. Alors delta bar exact, ça nous dit simplement que alpha, c'est le delta bar d'une forme gamma qui doit être forcément de type PQ-1. Et par contre, là, le bêta peut être choisi de type P-1, Q-1. Donc, c'est pas du tout, c'est une conséquence relativement facile de la preuve du théorème de décomposition de Hodge et de la théorie des formes harmoniques. Donc, je mets ça de côté pour un usage futur. Donc, à partir de maintenant, les choses vont être beaucoup plus faciles parce qu'on va. Là, on a fait énormément de géométrie et maintenant, on va parler. Ce qu'on va faire, ça va être essentiellement de l'algèbre linéaire, exploiter ce qu'on a obtenu ici. Donc, on va parler de structure de Hodge. Donc, dans tout ce cours, bien que le sujet de la cohomologie entière soit absolument passionnant, ça va être des structures de Hodge à coefficients rationnels. J'ai déjà donné la définition au tout début la semaine dernière, mais je pense que c'est utile de la rappeler. Donc, une structure de Hodge rationnelle de poids K. C'est la donnée de L, qui est un K espace vectoriel de dimension finie sur Q, et une décomposition LC en somme directe du sous-espace vectoriel LPQ, où L, là on demande, bon là le LC c'est L tenseur C, donc la conjugaison complexe agit sur les coefficients, tels que LQP est égal à LPQ bar. Alors, qui dit décomposition de Hodge, donc c'est ce qu'on va appeler la décomposition de Hodge ici, peut-être faire un petit commentaire au sujet de décomposition de Hodge et filtration de Hodge. Donc on pose FPL, alors c'est pas très correct dit comme ça, mais bon, L, pensez à notre L comme la donnée de ces deux choses. Hein. FPL, donc ça va être donc FPLC, c'est plus pour R supérieur ou égal à P de LR K-R. Hein. On donne une filtration décroissante. Et très clairement, on récupère LPQ comme étant donné donc à partir de
à partir de la filtration comme étant LPQ égale FPLC intersecté avec FQLC conjugué complexe. Bon, c'est totalement trivial d'après la définition qui est là. Alors on peut se demander quelles conditions doit satisfaire. Maintenant, on peut se donner une filtration décroissante avec des LPQ qui sont des dimensions des LPQ données. Conditions pour qu'une filtration décroissante, comme ça, FPLC, soit associée de cette manière à une structure de Hodge, eh bien c'est exactement la condition que chaque FP, on se donne la filtration, et ce dont on a besoin, c'est de savoir que cette filtration est, comme on dit, K opposé à sa conjuguée complexe. Donc FPLC plus L, donc ici il faut mettre K moins P plus 1 LC bar égale LC. Et une fois que vous avez cette condition, eh bien vous reconstruisez la filtration la décomposition de Hodge par cette formule. Ça ressemble très exactement à ce que j'ai rencontré tout à l'heure lorsque j'avais un tore complexe et j'avais dit qu'il fallait que le H10 soit en somme directe avec son conjugué complexe. Donc, alors maintenant, dans le cas de la géométrie, bien sûr, on va s'intéresser à X taylorienne compacte. Eh bien, on prendra L égale HK de XQ. Oui, alors là, vous voyez, j'ai supposé que je n'ai rien supposé, à vrai dire, sur les PQ qui apparuent, c'est pour être aussi bien négatif. Et en fait, si on fait des opérations formelles sur les structures de Hodge, on est parfois amené à accepter des indices négatifs. Mais lorsque ça vient de la géométrie, eh bien, on va prendre la décomposition de Hodge. Donc LC, ça va être HK de XC. Donc plutôt les LPQ. Ça sera les HPQ de la décomposition de Hodge. Et dans ce cas-là, c'est les structures de Hodge. Les décompositions de Hodge qu'on voit apparaître ne font apparaître que des PQ, des PQ positifs ou nuls. Qu'est-ce qu'il y a comme information dans une structure de Hodge? Eh bien, il faut penser. C'est comme. Comment vous dire? Vous voyez, cette donnée-là, elle vient de la topologie. Je n'ai pas besoin du tout d'avoir la structure complexe, ni rien du tout. C'est mon espace topologique, vraiment comme variété complexe, surtout pas la géométrie algébrique. Enfin, je ne faut pas faire la topologie Zariski, mais la topologie usuelle va me donner mon espace topologique sous-jacent et ça va me fournir cet espace-là. La filtration de Hodge, on a vu qu'elle vient directement de la structure complexe. Elle vient de l'existence de ce oméga, de cette résolution par le complexe de Dora holomorphe. C'est le lemme que j'avais montré. Donc là, cette donnée-là supplémentaire, elle vient tout à fait en profondeur de la géométrie complexe. Et il y a une troisième chose, c'est pour ça que je me suis un peu embarqué tout à l'heure dans le théorème de Serre et les théorèmes de comparaison et éventuellement le fait qu'on pouvait s'intéresser à ce qui se passait lorsque la variété était définie sur un corps plus petit. Donc ça, c'est ce que nous dit la géométrie complexe. Maintenant, il y a une troisième donnée qui vient de la géométrie algébrique et qui rend les choses encore plus, je dirais, encore plus profondes et importantes. C'est le fait que, en fait, la cohomologie HK de X
oméga x. Voilà, donc ça c'est l'hypercohomologie du complexe de Rame-Holomorphe. On a vu que c'était HK de x à coefficient densé, donc ça c'est. A priori c'est topologique, mais en fait, ce que nous dit le théorème de Serre, c'est que. Alors maintenant on suppose que x est projective. Le théorème de Serre, bon, je vais juste parler de la cohomologie des faisceaux, mais on peut faire aussi bien l'hypercohomologie des complexes de faisceaux, parce que ça résulte, je veux dire, essentiellement c'est la même chose. Le théorème de Serre nous dit que cet objet-là, muni de sa filtration, c'est l'hypercohomologie de votre variété algébrique sur C à valeur dans ce qu'on appelle à ne pas confondre. Maintenant, c'est le faisceau, enfin, le complexe de deux rames algébriques. Qu'est-ce qu'on met ici? Alors, là, ce sont les faisceaux de forme différentielle holomorphe, mais quand la variété est algébrique, rien n'empêche de parler de différentiel algébrique. C'est engendré par les DF, où les F sont des fonctions algébriques, et on fait ensuite le formalisme des formes calcul différentiel, les formes extérieures, etc. Donc, bon, là je mets juste le nom de Serre, mais en fait cet isomorphisme c'est dû à Serre et Grothendieck. Et donc, non seulement donc, on a cet isomorphisme qui vient de Serre, mais cet isomorphisme il est filtré de façon évidente, puisque ici je peux remplacer le oméga x point par oméga x point supérieur ou égal à p. Si j'applique encore l'isomorphisme de Serre, ici j'aurai le oméga x sur c point supérieur ou égal à p. Ça veut dire que tout ce qui est finalement cohomologie à coefficient complexe avec sa filtration de Hodge, ce sont des informations qui nous viennent pas seulement de la géométrie complexe, mais de la géométrie algébrique si je suis en géométrie algébrique. Et comme ça vient de la géométrie algébrique, on peut encore aller un petit peu plus loin et éventuellement s'intéresser à ce qui se passe si la variété C, si la variété X est définie sur un corps plus petit. Donc sur Q par exemple, ou sur des, comme je dis, c'est toujours défini sur des corps qui ont un degré de transcendance fini sur Q. Dans ce cas-là, ces objets-là sont aussi définis sur le même corps. Et du coup, il y a ce qui se passe. Alors là, on va dans une direction beaucoup plus arithmétique, mais c'est pour vous montrer à quel point cet objet qu'on a mis là, qui a l'air simplissime, en fait, si on regarde tout ce que ça contient comme information, c'est des choses qui viennent vraiment très profondément de la géométrie complexe, mais aussi dans le cas de la géométrie algébrique, de l'arithmétique. Donc si x est défini sur un corps K contenu dans C, eh bien HK de x sur C à valeur dans le complexe, ici c'est le complexe de deux rames holomorphes, c'est la même chose. Ça c'est l'isomorphisme de changement de coefficient dont j'avais parlé. Alors donc là c'est notre x qui est défini sur K. Et ici je mets les formes différentielles de notre variété x sur K. Et ici je dois mettre tenseur. Et donc là, il se passe quelque chose de très mystérieux qu'on appelle la théorie des périodes arithmétiques. On peut dire que la topologie nous a donné donc, la topologie nous a donné une Q-structure qu'on appelle la Q-structure de Betti sur la cohomologie à coefficient complexe. La géométrie complexe nous a donné une filtration sur l'espace complexe associé. Et maintenant, ce que nous dit la géométrie algébrique, c'est que, en plus, si on a affaire à une variété algébrique qui est définie sur un corps plus petit, on a maintenant une K-structure qui vient du corps de définition de notre variété algébrique. Et c'est très important de se rendre compte que c'est la Q-structure, même si notre variété est définie sur Q,
la Q-structure qui vient de la topologie et la Q-structure qui vient de la géométrie algébrique n'ont strictement rien à voir. Donc, les deux Q-structures ne sont pas les mêmes. En fait, non seulement elles sont différentes, mais on peut dire que la conjecture de transcendance, c'est exactement la conjecture que ces deux structures sont aussi transcendantes que possible l'une par rapport à l'autre. Donc, enfin voilà, on va dire comme ça. Un exemple très simple. Bon, jusqu'ici, j'ai parlé de variétés compactes ou projectives, mais prenons la variété algébrique la plus simple. Bon, il y a C, mais C, ce n'est pas très intéressant sur le plan de la topologie. Prenez C étoile. C étoile, c'est aussi la droite affine privée d'un point. Donc vous prenez la forme différentielle. Donc C étoile, ça serait le point de vue de la géométrie complexe, mais du point de vue de la géométrie différentielle, c'est cette droite affine avec, c'est une variété qui est certainement définie sur Q. Par exemple, dans A2, vous la définissez comme xy égale 1, ça vous donne la définition de cette variété comme variété affine définie sur Q. Et donc, maintenant, si vous prenez dz sur z, ça, c'est certainement une forme différentielle, algébrique définie et à coefficient dans Q. C'est même la seule, elle est même définie à coefficient dans Z. Mais le problème, c'est que maintenant, on fait tout ce qu'on a raconté là, qui marche en fait tout aussi bien dans le cas affine. Cette machine-là, ça va engendrer le H1 de C étoile, un coefficient dans C. Pour l'instant, il n'y a pas de contradiction. Mais ici, le générateur que nous donne la topologie, ça consiste à faire l'intégrale sur le cercle. Donc, ça, si vous voulez, c'est le H1 de C étoile, enfin, si vous voulez, c'est ohm, enfin bref, ce qui est naturel ici, la Q-structure donnée par la topologie consiste à dire que ça, c'est la même chose que le cercle. Or, la formule de Cauchy nous dit que si je fais la somme de dz sur z sur le cercle, je trouve 2 pi. Donc déjà, là, on voit sur l'exemple le plus simple que j'ai un nombre transcendant qui apparaît lorsque je compare ce qui vient de la géométrie algébrique, les Q-structures de la géométrie algébrique, et ce qui vient de la topologie. Mais en fait, les conjectures de transcendance, c'est bien pire. C'est-à-dire que même si on ajoute pi et toutes les puissances de pi, ce qu'on appelle les périodes, basiquement, les périodes, prenez des formes différentielles à coefficient, mettons, dans Q, c'est la variété définie sur Q, et vous calculez les intégrales sur des vrais contours, des contours donnés naïvement par la topologie. Conjecture de transcendance, c'est que les nombres qu'on obtient sont les plus transcendants possibles, même modulo les puissances de pi. Quand je dis plus transcendants possibles, après il faut préciser, c'est en termes de groupe d'un même fort tête. Excusez-moi, j'ai un peu dépassé.